Bonjour à tous, je vous avais présenté Serge Mona il y a quelques temps dans une vidéo et aujourd'hui je vais vous faire vous lire un document assez rare et difficile à trouver qui est de Serge Mona, donc rapport d'enquête journalistique, CIA, vaccin, médecine militaire expérimentale, cristaux liquides. Donc on va parler du contrôle de la pensée, des drogues testées par la CIA, les services secrets des vaccins, manipulation politique de la vaccination, les cristaux liquides de la mort, protection de la vie privée, etc. etc. Note d'introduction. Même si l'enquête en cours n'est pas complètement terminée, il m'apparaît des plus urgents de publier un rapport assez complet concernant les manipulations médicales pour parvenir au contrôle politique direct de tous les individus. Avez-vous cru que la présente guerre déclenchée sur les populations par les Nations Unies, en vue d'instaurer un nouvel ordre mondial, pourtant si souvent cité par le président des États-Unis du début des années 90, George Bush, serait une guerre conventionnelle, avec des armes différentes comme cela était le cas dans le passé? Si en premier lieu vous ne croyez pas qu'une guerre mondiale est en cours, c'est que vous vous obstinez non seulement à nier les évidences de la chute de l'économie et du regroupement mondial d'organismes internationaux, mais encore vous n'avez pas remarqué que cette guerre se fait actuellement sous 3 formes distinctes, entre autres, soit guerre économique, guerre électronique et guerre médicale. En deuxième lieu, c'est que vous êtes victime, bien malgré vous, du programme de contrôle de la volonté par le biais des ondes visuelles, télévision et cinéma, mais encore des ondes électromagnétiques, micro-ondes, électricité concentrée, de manière à provoquer chez vous une confusion de l'esprit et un état léthargique permanent qui vous empêche de penser et de réfléchir. Car il faut bien l'admettre, le contrôle direct des individus pour des fins politiques, à cette époque, passe avant tout par la nécessité d'endormir l'esprit, le cerveau des populations, afin de les paralyser dans leur possibilité de réfléchir, de penser et de réagir. Par exemple, chaque fois que vous vous retrouvez devant une évidence, en face de preuves indubitables, devant des faits clairs et précis que vous savez intérieurement vrais, mais que vous les rejetiez soit par peur, soit par indifférence, mais sans y réfléchir en tout premier lieu, c'est que vous êtes victime de ce contrôle de la pensée, qui veut que vous n'acceptiez comme vrai et réel que ce qui est officiel, ce qui provient de personnalités reconnues provenant de la télévision, du monde politique et du monde scientifique. Pourtant, vous êtes-vous déjà demandé pour qui et pour quels intérêts travaillent tous ces gens que vous avez appris à considérer comme étant des dieux? Un exemple plus que frappant à ce sujet est celui de l'autoroute électronique. Aucun journaliste n'a fait d'enquête sérieuse à ce propos. On vous promet une série d'avantages tout aussi invraisemblables que séduisants, on est prêt à vous l'installer gratuitement chez vous, les compagnies qui en sont à la source vont y investir au moins 8 milliards de dollars, et tout cela dans une période de récession où les gouvernements coupent les budgets de toutes les formes de programmes sociaux, services à la population. Depuis quand est-ce que les compagnies donnent gratuitement des biens et services? Comment se fait-il que ces milliards ne soient pas mis dans des programmes sociaux utiles et indispensables à la population? Comment se fait-il qu'aucun homme politique ne se soit élevé à ce sujet? Et pourtant, de plus en plus de personnes se retrouvent fichées par l'aide sociale. La classe moyenne est en train de disparaître. Les allocations familiales ont été transformées. L'assurance chômage sera réorganisée. Des dizaines d'organismes populaires disparaissent pendant que les hommes syndicaux, supposés défendre les intérêts des travailleurs et de la société, gardent un silence inquiétant. Saviez-vous par exemple que l'autoroute électronique, le commerce électronique, a été mis sur pied aux États-Unis, défini aux États-Unis et annoncé par le président Clinton à la Maison-Blanche, à Washington, le 26 octobre 1993? Saviez-vous que ce commerce électronique a été défini dans un document comme devant être, en tout premier lieu, un outil de contrôle du gouvernement pour le gouvernement, et personne d'autre, dans les intérêts premiers du gouvernement afin de l'aider à avoir un contrôle absolu de toute dépense gouvernementale? Cela signifie un fichage électronique de la population, à l'intérieur duquel toutes les entreprises et les individus seront comptabilisés, perçus comme étant des unités économiques. Le meilleur des mondes, quoi. Saviez-vous que la date limite pour l'application de ce système aux États-Unis est le mois de janvier 1997? Saviez-vous que le gouvernement de l'avenir, le nouveau Big Brother, aura ainsi mis sur pied, par le biais de l'électronique, un profil complet de tout individu, à partir de son extrait de naissance, ses dossiers scolaires, ses dossiers médicaux, ses dossiers au ministère de l'Impôt, de la Sécurité du Revenu, du ministère des Affaires sociales, ses dossiers bancaires, ses dossiers de conduite automobile et d'assurance, ses dossiers au ministère des Postes et de la Sécurité publique? Saviez-vous que le super dossier constitué sur chaque individu sera ainsi rendu disponible par voie électronique d'ordinateur à toute agence internationale dans n'importe quel pays faisant partie de ce super système? Saviez-vous que le Québec sert en ce moment de terrain d'expérimentation à grande échelle pour l'implantation dans la population d'un tel système?
Savez-vous pourquoi le Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément Chicoutimi, a été choisi comme première région d'implantation de ce système, et non la côte nord, le bas du fleuve, l'Estrie et la Beauce, le nord-ouest ou encore la région de Hull? C'est pourtant là le lieu de la plus grande concentration de nationalistes au Québec. Saviez-vous que l'on compte installer 34 000 terminaux pour 1995 à Chicoutimi et 1441 000 terminaux pour l'an 2002 à Montréal et à Québec? Saviez-vous qu'à partir du moment où ce programme sera en place, le gouvernement saura absolument tout sur vous, au point que la liberté individuelle et la vie privée auront totalement disparu? Saviez-vous de plus que l'implantation de ce système permet la disparition complète de tout argent liquide, puisque celui-ci sera devenu, à toute fin pratique, complètement inutile dans les échanges commerciaux de demain? Si vous ne saviez pas ces choses, et beaucoup d'autres, c'est que vous n'êtes pas informé, et vous êtes victime de manipulations politiques. Le présent dossier est un dossier qui vous fera mieux comprendre combien vous n'êtes pas informé, surtout au sujet des manipulations médicales. La démocratie implique la liberté d'expression, la critique, la remise en question. Le jour où cette liberté est empêchée par la peur, les pressions politiques, économiques ou autres, cela signifie que l'on assiste à l'agonie de cette démocratie au profit d'une forme d'esclavage, quelle qu'elle soit cette dernière et quelles que soient les raisons pour lesquelles nous l'avons acceptée. Serge Monnat, 14 avril 1994. Le contrôle de la pensée. Technique et tactique du nouvel ordre mondial, par Glenn Kravitz. La route longue et tortueuse. Des tests ont été conduits sur des citoyens non volontaires et peu informés, des détenus et des militaires, utilisant des drogues psychoactives, de l'hypnose, des privations sensorielles, des thérapies électroconvulsives, des traitements aux électrochocs, ECT, de la psychochirurgie, de la thérapie de sommeil profond, des agents biologiques, armes chimiques, des substances de harassement, des commotions cérébrales, du stress, des stimulations électroniques du cerveau, ESB, des implants cérébraux électroniques, des fréquences d'énergie radio électromagnétique et plusieurs techniques. Elles furent appliquées sur des sujets dans toutes les combinaisons qui pouvaient se montrer prometteuses pour l'influence ou le contrôle des comportements humains. Aucune alternative ne fut négligée. On ne peut trop le dire, les résultats des expérimentations sur le contrôle de la pensée, qui ont été conduites par bon nombre de nations soi-disant civilisées, ont mené à une nouvelle espèce d'armes, et ces armes sont utilisées aujourd'hui. Ce sont les armes du nouvel ordre mondial. Elles sont spécifiquement conçues pour priver les individus, et même des pays entiers, de leur capacité de liberté de pensée. Technique de contrôle de base. Le cerveau humain a souvent été comparé à un ordinateur. L'information est reçue, traitée, intégrée, puis une réaction est formulée et appliquée. Les contrôleurs de pensée manipulent l'information de la même manière qu'un programmeur manipule l'information. Premièrement, on contrôle la source, la qualité et la quantité d'information qui est reçue par le processeur, dans notre cas le cerveau. Puis on contrôle la manière dont l'information est traitée, dans ce cas par la manipulation des états de la conscience humaine. L'induction d'états de haute suggestibilité est la forme la plus banale de manipulation. La télévision est un outil efficace dans ce genre de manipulation, car elle rejoint une grande quantité de gens simultanément. La CIA est en ce moment a installé son propre canal de télé, qui aura la capacité de transmettre à partir de transmetteurs aériens, avec suffisamment de puissance pour interrompre la programmation normale de n'importe quel pays, et qui sera sans doute utilisé dans la guerre psychologique. Puis on contrôle la réaction du sujet au programme, et on renforce le message nécessaire pour obtenir le résultat désiré. Ceci prend la forme de feedback positif ou négatif. Dans tout autre langage, ceci serait connu sous le terme conditionnement. Les armes de contrôle de la pensée de demain sont ici, aujourd'hui. Il existe des engins destinés à introduire des pensées dans l'esprit humain, des engins destinés à manipuler directement l'état de conscience, la capacité de traitement du cerveau, et des engins conçus pour lire les motifs des ondes cérébrales ou de pensée à distance. Les secrets de la vie. En janvier 1991, l'Université d'Arizona était l'hôte d'une conférence intitulée « Atelier de l'OTAN sur les phénomènes cohérents et émergents dans le système biomoléculaire ». La conférence révélait des développements fascinants, mais effrayants dans le monde des systèmes biomoléculaires, un sujet qui englobe un vaste champ de disciplines, incluant la biochimie moléculaire, la nanotechnologie, la psychoneuroimmunologie, l'ingénierie biomoléculaire et un bon nombre d'autres disciplines reliées à l'étude de la conscience humaine. L'organisateur et hôte de la conférence, le Dr Stuart Ameroff, du Collège de médecine de l'université, département d'anesthésiologie, déclara « Les buts de cette conférence étaient de comprendre les mécanismes de base de la vie et de la conscience.
Il prétendit que l'OTAN n'était que le commanditaire de l'événement et que leur participation se limitait à la présence de quelques représentants lors des conférences qui prenaient des notes. Amerov croit que le siège de la conscience pourrait se situer dans des polymères cytosquelétaux ressemblant à des ordinateurs à l'intérieur des cellules. Plus clairement dit, la conscience d'un individu pourrait se retrouver dans des structures microscopiques à l'intérieur de chaque cellule individuelle du cerveau. Ces structures communiquent apparemment à travers des excitations cohérentes de l'ordre des nanosecondes, c'est-à-dire une sorte de couplage d'énergie à des longueurs d'onde ultra courtes. Amerov poursuit, une idée exprimée qui a rapport à la vie après 2000 est que les protéines cytosquelettiques du cerveau pourraient être préparées dans un environnement artificiel qui pourrait être capable de contenir des fonctions cognitives. Un individu pourrait être capable de transférer sa conscience à un environnement artificiel quand son corps physique approcherait de l'expiration. Ceci soulève évidemment beaucoup de questions d'ordre philosophique et sociologique. Si nous pouvons même commencer à concevoir une technique pour enlever et ranger la conscience humaine dans un environnement artificiel et possiblement la transférer dans un autre corps, capable de garder des fonctions cognitives, alors personne ne devrait être surpris que le contrôle de la pensée soit possible. La technologie du contrôle. Un document qui fut distribué à la conférence se démarquait par son attitude différente envers les développements dont on discutait. C'était en effet un avertissement glacial aux scientifiques présents à propos des abus potentiels de leur découverte. Le sujet du document, le contrôle de la pensée. Distribué par le chercheur indépendant Harlan E. Girard, le document était intitulé « Effet des radiations gigahertziennes sur le cerveau humain ». Développement récent dans la technologie du contrôle politique. Il explique comment l'énergie des micro-ondes peut être et est utilisée pour influencer et contrôler le comportement humain. Dans une lettre concernant la présentation de Girard, Stuart Amerov déclare que ces prétendues techniques utilisaient des vibrations de nanosecondes, ou plus rapides, gigahertziennes, micro-ondes, etc., et donc étaient en rapport avec le thème de la conférence, c'est-à-dire la conscience reliée aux excitations cohérentes de nanosecondes dans le cytosquelette. Le document en soi, par contre, est beaucoup moins intéressant que terrifiant du point de vue scientifique. Si un rapport fidèle sur les capacités opérationnelles d'agences qui pourraient employer de telles technologies. Girard débute la présentation en expliquant « Les États-Unis ont développé des équipements de communication qui peuvent rendre la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds et la force aux paralytiques. Ça peut débarrasser les malades en phase terminale de toute douleur sans l'usage d'aucune drogue. Un homme peut garder l'usage de toutes ses capacités jusqu'au jour de sa mort. » Ces équipements de communication se basent sur une nouvelle manière de concevoir le cerveau humain, le système neuromusculaire, et des radiations gigahertziennes pulsées à des fréquences ultra basses. Certains de ces équipements sont maintenant opérationnels dans les rangs de la CIA et le FBI. Ils ne seront jamais utilisés pour rendre la vue aux aveugles ou l'ouïe aux sourds, parce que ce sont des pièces centrales de l'agenda politique domestique et étranger de James A. Baker et de George Herbert Walker Bush. Domestiquement, les nouveaux appareils de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui correspondent au profil imaginé pour nettoyer une population entière de terroristes, pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations qui promeuvent la paix et le développement en Amérique centrale, pour torturer et assassiner des citoyens qui appartiennent à des organisations opposées au déploiement et à l'utilisation des armes nucléaires, et pour créer une race d'esclaves appelée automatons, ou ce qu'on appelle populairement le candidat mandchou. À l'étranger, les essais ont lieu sur des otages détenus par les États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Australie, en Allemagne, en Finlande et en France. De plus, il y a eu une longue série de suicides bizarres parmi des informaticiens britanniques, ceux-ci ayant tous un quelconque lien avec la United States Navy. Considérant la manière imprudente, désespérée et indiscriminée avec laquelle les nouvelles armes américaines ont été utilisées, les médecins s'occupant des morts et des mourants devraient prendre en compte les opinions et associations politiques connues de leurs patients avant de procéder à un diagnostic ou à conduire une autopsie. Chaos contrôlé. Considérez les horribles incidents suivants à la lumière de ce que vous venez de lire. Juillet 1984. James A. Huberty, un garde de sécurité sans dossier criminel, tue 21 personnes dans un restaurant McDonald's à San Isidro, Californie. Il est abattu par la police. Août 1984. Julian Knight, 19 ans, sans dossier criminel, tue 7 personnes et en blesse 46 lors du massacre de Hoddle Saint à Melbourne. Il possédait 2 carabines et un fusil de calibre 12. Il fut arrêté par la police.
Décembre 1987. Frank Vitkovic, 22 ans, sans dossier criminel, tue 8 personnes au bureau de poste général de la rue Queen à Melbourne. Puis il plonge de 11 étages vers sa mort. Mai 1988. Laurie Dan, dossier criminel inconnu, tue un enfant et blesse 5 autres dans une cour d'école à Winnetka, Illinois. Puis elle se suicide. Septembre 1989. Joseph Wesbecker, dossier criminel inconnu, tue 8 ex-collègues de travail et en blesse 12 dans le Standard Gravure Building à Louisville, Kentucky. Puis il se suicide en pointant le fusil sur lui-même. Avril 1990. Rodney J. Dale, taulier de dossier 27 ans, sans dossier criminel, tue une personne et en blesse 7, tirant un total de 40 balles sur la Gold Coast, Queensland. Il possédait 2 carabines et fut blessé par la police. Août 1991. Wade Frankum, 33 ans, sans emploi, sans dossier criminel, tue 7 personnes à Stratfield Plaza, Sydney, avec un fusil semi-automatique SKK. Puis il se suicide en se tirant une balle dans la tête. Ses derniers mots furent « Je suis désolé ». Septembre 1991. George Hénard, 35 ans, sans dossier criminel, fonce avec sa camionnette dans la cafétéria Luby's à Kailin, Texas. Puis il tue 23 personnes et en blesse 20 dans une fusillade de 10 minutes avec un pistolet semi-automatique Glock 9 mm. Puis il se suicide. Novembre 1991. Santiago Lopez, 42 ans, mexicain, sans dossier criminel, est arrêté à l'édifice des Nations Unies à New York. Il avait en sa possession 100 balles. Son intention était de tuer. Novembre 1991. Santiago Lopez, 42 ans, mexicain. Je viens de vous le lire, pardon. Novembre 91. Bradley Acook, chef cuisinier, 32 ans, sans dossier criminel, tue une personne et en blesse une autre à Early Beach, Queensland. Armé d'un fusil d'assaut SKS, il se suicide ensuite par balle. Novembre 1991. Gang Lu, étudiant sans dossier criminel, tue 5 personnes à Iowa City, Iowa. Armé d'un revolver 38, il se suicide ensuite par balle. Novembre 1991. Thomas McLivan, 31 ans, employé des postes sans dossier criminel, tue 7 personnes et en blesse 7 autres à Royal Oak, USA. Il essaye de se suicider, mais il est arrêté. Il y a eu nombre d'incidents similaires dans les années récentes, incluant au moins 2 massacres à plusieurs victimes en Nouvelle-Zélande et un récent massacre en Afrique du Sud. L'incident était apparemment sans aucune relation aux tensions raciales qui empoisonnent ce pays. Alors ces individus sont-ils réellement des fous isolés, comme les autorités et les médias voudraient nous faire croire? Sinon, auraient-ils pu être sous l'influence d'une quelconque contrôle de la pensée? Comment se fait-il que ces faits troublants arrivèrent au Québec et non ailleurs au Canada? Un journaliste s'est-il déjà penché en profondeur sur cette question? Sinon, pourquoi? Pourquoi refuse-t-on à la population le droit d'être informée adéquatement? Mais qui au juste dirige ce pays? Le droit à l'information fait partie de la pratique de la démocratie. Comment se fait-il que cette pratique soit si mal appliquée ici? La psychologie de la terreur. Est-ce qu'un gouvernement, une corporation ou un psychiatre promouvrait intentionnellement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est très évidemment oui. Les gouvernements, les agences et les corporations qui travaillent avec eux pour le nouvel ordre mondial sont préparés à promouvoir tout ce qui pourrait les aider à atteindre leur but de contrôle social total. L'histoire nous a si souvent démontré cela de façon tout à fait claire et sans équivoque. En ce qui concerne le pourquoi, si vous terrorisez le public et les faites craindre pour leur sécurité, ils vont vous permettre d'instaurer des pratiques de loi draconiennes, de les désarmer, et de garder des registres complets sur eux, et n'ont qu'à vous dire que tout ceci est fait pour vous protéger, bien sûr. Deuxièmement, cela promeut la chute de la forme présente du système politique démocratique et conduit les sociétés à chercher des alternatives à la méthodologie politique actuelle. Évidemment, l'alternative a déjà été planifiée. Elle s'appelle le nouvel ordre mondial, et elle n'aura pas vos intérêts et votre sécurité à cœur. La peur a toujours été utilisée par les élites du pouvoir pour contrôler et subjuguer les masses. La vieille maxime de diviser pour régner est amenée à la limite dans tous les coins de la planète afin de s'assurer que tout le monde est effrayé pour leur propre sécurité personnelle et que tout le monde a peur ou se méfie de ceux qui l'entourent. Cela aussi, c'est du contrôle de la pensée. L'alliance impie. Un des facteurs les plus communs chez les gens qui ont commis ce genre de crime, c'est qu'ils étaient traités avec des tranquillisants ou des antidépressifs durant la période précédant immédiatement le crime. John Hinckley Jr., qui tenta d'assassiner le président Reagan en 1981, avait ingéré plusieurs capsules de Valium 2 heures avant la tentative d'assassinat. Un agent anti-anxiété appelé Ativan avait été prescrit à Frank Vitrovic, mentionné plus haut. D'après le Mims Drug Compendium,
Un des effets secondaires de l'Ativan est la rage. Est-ce là du contrôle planifié de la pensée actif, tiré par les cheveux? Ou est-ce que ça peut possiblement ressembler à plus qu'une coïncidence que George Bush, après avoir quitté le poste de directeur de la CIA en 1977, fut nommé directeur de la compagnie pharmaceutique Eli Lilly par le père et la famille de l'actuel vice-président Dan Quayle, qui contrôlait les intérêts de la compagnie? La famille Bush, apparemment, est aussi une des plus importants actionnaires dans d'autres compagnies pharmaceutiques, incluant Abbott, Bristol et Pfizer. Il est inquiétant de constater la fréquence avec laquelle les auteurs de ces crimes étaient sous l'influence de tranquillisants ou d'antidépresseurs tels que le Valium, Librium, Xanax, Alcyon ou Prozac, avant de commettre ces 10 crimes. D'autres drogues supposément antipsychotiques, comme l'allopéridol, ont démontré des liens puissants avec les manifestations de violence. Des poursuites ont été engagées contre les principales compagnies pharmaceutiques dans bon nombre de pays pour cette raison. Et il y a une énorme quantité de données qui tendent à prouver que ces drogues causent des comportements violents et ne sont pas un traitement efficace contre ces violences. Eli Lilly est le fabricant du très controversé antidépressif Prozac 20 que 2 millions d'Américains utilisaient en 1989. La documentation sur le Prozac déclare que cette drogue peut provoquer de l'hostilité, de la psychose, des hallucinations et de l'acathysie, un effet secondaire bizarre qui provoque des comportements extrêmement violents chez les patients. Cela semble très étrange de prescrire une telle drogue à des patients souffrant de dépression. 2 poursuites ont été intentées contre Eli Lilly en 1990, dans lesquelles les effets secondaires du Prozac étaient présumés facteurs contribuants, des cas de meurtres multiples suicides. L'auteur de l'Encyclopédie du meurtre moderne, publiée en 1983, observait que les crimes violents et sans raison n'étaient devenus un problème majeur que depuis les 3 dernières décennies. Dans l'introduction de son livre, il écrit « Nous considérons des crimes comme sans motif s'ils ne semblent rapporter rien à personne ». Avant 1960, de tels crimes étaient rares, et ceux qui ont eu lieu appartiennent à la fin de la décennie. Serait-il peu raisonnable de suggérer que les produits pharmaceutiques modernes et les pratiques psychiatriques inefficaces puissent avoir un quelconque rapport dans cette montée des crimes gratuits? Plusieurs chercheurs croient qu'un grand nombre d'individus dans le domaine de la santé mentale provoquent de tels incidents, et qu'ils travaillent de concert avec les compagnies pharmaceutiques et les gouvernements pour aider à instaurer le nouvel ordre mondial dans lequel les sociétés sont contrôlées avec de telles drogues. Ou serait-ce des armes chimiques? Considérez cette citation du psychologue James V. McConnell qui fut publiée dans un numéro de 1970 de Psychology Today. Le jour est arrivé où nous pouvons combiner la privation sensorielle avec des drogues, de l'hypnose et la manipulation astucieuse de la punition et de la récompense pour parvenir au contrôle presque absolu sur le comportement d'un individu. Il devrait alors être possible de développer une méthode de lavage de cerveau extrêmement rapide et efficace qui nous permettrait d'effectuer des changements radicaux dans la personnalité et le comportement d'un individu. Nous devrions réformer de sorte que nous serions tous entraînés dès la naissance à faire exactement ce que la société exige de nous. Nous avons les techniques pour le faire. Personne n'est le détenteur de sa propre personnalité. Vous n'avez pas choisi la personnalité que vous avez, et il n'y a pas de raison de croire que vous devriez avoir le droit de refuser de recevoir une nouvelle personnalité si l'ancienne est antisociale. Il est important de noter à ce stade que le Dr Ewen Cameron, qui conduisit des recherches sur le contrôle de la pensée très approfondies lors du programme MKUltra pour la CIA au Allen Memorial Institute de l'Université McGill à Montréal, Canada, fut à des moments variés président de l'Association psychiatrique américaine, président de l'Association psychiatrique canadienne et président de l'Association mondiale des psychiatres. Les recherches de Cameron, qui furent couvertes de façon très approfondie dans les numéros de janvier, février et avril-mai de Nexus, formaient la base de la tristement célèbre thérapie du sommeil profond, qui fut utilisée de 1963 à 1979 à l'hôpital privé de Chelmsford à Sydney et qui causa la mort de 20 patients. Les recherches de Cameron étaient basées sur celles du psychiatre anglais William Sargant, qu'il considérait comme l'expert en techniques communistes d'extorcation de confession. Le diable des diables. La manipulation à travers la psychiatrie a depuis longtemps joué un rôle majeur dans les plans de domination mondiale à travers le contrôle de la pensée du nouvel ordre mondial. Harland Girard prétend que c'est le docteur Louis Jolion Jolly West, président du département de psychologie de la UCLA et directeur de son institut neurophysiologique, qui est le coordonnateur du programme secret du gouvernement américain de contrôle de la pensée.
Girard n'est pas la seule et sûrement pas la première personne à affirmer ceci. West, qui a conduit de vastes recherches sur les lavages de cerveau coréens effectués sur les prisonniers de guerre américains, a aussi dirigé un programme, financé par la CIA, de recherche liée au LSD, au début des années 60, lorsqu'il était à l'université de Oklahoma. Pendant cette période, il avait l'honneur peu sérieux d'être le seul homme à jamais avoir administré une dose de LSD à un éléphant au zoo municipal de Oklahoma. L'éléphant est mort peu de temps après. Puis il a participé au congrès international sur les drogues hallucinogènes de 1965, qui était financé par la CIA. Durant ce congrès, il était suggéré que les ministres de culte soient entraînés sous les effets du LSD. West est aussi un anti-religieux réputé, et il a fait une fortune en témoignant contre les religieux dans les cours des États-Unis. Sa plus grande période d'infamie publique commence le 11 janvier 1973, lorsque le gouverneur de la Californie de l'époque, Ronald Reagan, annonce lors de son discours annuel de l'État la formation d'un centre multidisciplinaire pour l'étude et la réduction de la violence. Ce centre explorera tous les types de violences, ce qui les cause, la façon de les détecter, de les éviter, de les contrôler et de les traiter. Le directeur du centre n'était nul autre que le docteur Louis Jolion West. Les intentions de ce centre étaient délibérément vagues et jalousement gardées, du public au moins. Des documents photocopiés ont finalement pu être obtenus, qui indiquaient les programmes proposés par le centre, qui incluaient des études génétiques, biochimiques, neurophysiologiques d'individus violents, dont des prisonniers et des enfants hyperkinétiques, des expériences sur la pharmacologie des drogues qui provoquent et atténuent la violence, des études sur les comportements de danger, de mort durant le cycle menstruel, des études sur les aspects hormonaux de la passivité et de l'agressivité chez les enfants mâles, des études sur les différents niveaux d'agressivité des différentes ethnies, et plus important, le développement de tests permettant la détection de la violence prédisposant aux désordres cérébraux avant un acte violent. L'application de ces plans devait inclure un test de détection à grande échelle pour détecter la violence prédisposant aux désordres cérébraux. West avait aussi très hâte d'essayer la machine Schwitzgebel, avec laquelle on implante de petites électrodes dans le cerveau, les connectant ensuite à des transmetteurs radio, permettant ainsi un contrôle par télécommande. Des détecteurs de missiles modifiés devaient être utilisés pour toujours savoir où se trouve le sujet. Le gouverneur Reagan a rapidement tenté d'exécuter les plans de West, mais il a rencontré une forte résistance sur plusieurs fronts. La pression pour interdire ce programme s'est accentuée lorsque le président du sous-comité sur les droits constitutionnels, le sénateur Frank Ervin, a commissionné une étude sur l'implication du gouvernement dans nombre de nouvelles techniques de contrôle de la pensée. Lorsque Ervin réussit à obtenir une lettre de West au directeur de la santé de l'État de la Californie, datée du 22 janvier 1973, sur laquelle il propose que les militaires lui remettent une base de missiles nucléaires Nike située sur les collines de Santa Monica, dans le but d'y effectuer des recherches, il réveilla beaucoup de soupçons. Les investigateurs du Centre de recherche sur la violence ne purent pas fournir d'explications valables au sujet de l'utilisation de ladite base aux membres du Sénat californien. Mais en plus, West n'avait jamais clairement défini ce qu'il entendait par comportement indésirable, ou le pourquoi de la nécessité de travailler à l'intérieur d'un silo de missiles protégé et clôturé. Son projet au complet fut attaqué, puis finalement abandonné. Ou ne serait-il pas devenu seulement clandestin? Le soutien de Reagan pour le concept de contrôle des comportements, lire contrôle de la pensée, n'a toutefois pas été amoindri par cet incident, et il est presque certain qu'un peu de vie a été insufflé dans bon nombre de ses recherches secrètes lorsqu'il devint président. Il n'y a que trop de raisons de soupçonner le docteur Louis Jolion West d'être le chef de file dans la recherche sur le contrôle de la pensée. Il a travaillé à perfectionner ces techniques sur des êtres humains depuis très longtemps. Un mémo de la CIA, daté du 14 janvier 1953 et intitulé « Technique d'interrogation », contient le passage suivant. Si les services du major Louis J. West de la US Air Force, un hypnotiseur réputé, pouvait être obtenu, ainsi que ceux d'un professionnel des techniques conventionnelles d'interrogation et de polygraphe, et les services du colonel, alors là c'est censuré, un centre complet d'interrogation pourrait être mis sur pied dans un endroit spécialement sélectionné. La CIA proposait que ce laboratoire contiendra une salle spéciale dans laquelle tous les aspects significatifs de l'environnement peuvent être contrôlés.
Cette salle contiendra entre autres une large variété de polygraphes pour des enregistrements simultanés d'un grand nombre de réactions physiologiques de l'individu étudié. Dans cet endroit, un grand nombre de variables hypnotiques, pharmacologiques et d'environnement sensoriel seront manipulées de façon calculée et des enregistrements seront faits des réactions du sujet. Aldous Huxley, auteur du roman Le meilleur des mondes, se réfère à West de nombreuses fois dans ses ouvrages. Alors, une petite parenthèse, il faut ajouter qu'Aldous Huxley était le frère de Julian Huxley, qui était biologiste. En 1953, il a écrit que West effectuait des recherches sur l'hypnotisme et sur la mescaline. Plus tard, en 1961, il a rapporté que West l'avait informé qu'il faisait alors des expériences sur la privation sensorielle et qu'il profitait des équipements les plus avancés. Le savoir obtenu par ces expériences horribles, ainsi que des milliers d'autres, est appliqué au contrôle de la pensée aujourd'hui. Contrôle de la pensée, volant non identifié. Il est important de noter qu'un des protégés de Louis Jolyon West, Barry Taff, a coécrit un article pour le magazine UFO, dans lequel il propose que ce sont les extraterrestres qui sont responsables de ces activités. Taff a travaillé à l'Institut neuropsychiatrique de la UCLA et selon le chercheur originaire de Los Angeles Martin Cannon, il a été en étroit contact avec un grand nombre d'agences gouvernementales, dont l'Institut national de la santé mentale, la Corporation RAND, la Commission sur l'énergie atomique et la CIA. L'article s'intitulait « Les phénomènes paranormaux et les ovnis ». Et il est apparu dans UFO, volume 2, numéro 4. Cannon a élaboré une longue liste de parallèles entre des supposés phénomènes d'abduction par des extraterrestres et sur les documents sur les expériences de contrôle de la pensée. Dans une recherche extrêmement bien renseignée, avec des références impeccables de 60 pages, intitulée « Les contrôleurs, une nouvelle hypothèse sur les abductions par des extraterrestres ». Une version condensée de cette recherche fut publiée dans le numéro d'octobre de la revue MUFON UFO Journal, ce qui m'a laissé douter de toutes les bases du phénomène des ovnis. Se pourrait-il que ce soit là le plus grand projet de contrôle de la pensée jamais élaboré ? Je vous propose d'examiner clairement les preuves avant de les discréditer. Comme par hasard, l'éditeur du magazine UFO, Vicky Cooper, est la nièce de Grant Cooper, qui était l'avocat de Sirhan Sirhan, après que celui-ci ait été accusé de l'assassinat de Robert Kennedy. Le film de Theodore Karak, de Second Gun, contient une entrevue avec la mère de Sirhan, dans laquelle elle maudit l'avocat de son fils. Il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que Sirhan était victime de contrôle de la pensée. Ai-je fait cela ? Le docteur Leonard Diamond, directeur de la défense au procès de Sirhan, a été très surpris lorsqu'il plaça Sirhan en état d'hypnose. Il nota que la facilité avec laquelle il entra en état d'hypnose démontrait clairement qu'il avait déjà été hypnotisé antérieurement. Diamond questionna Sirhan pendant son état hypnotique et lui demanda d'écrire les réponses à ses questions, puis il nota « Sirhan écrivait comme un robot et il répétait un mot ou une phrase jusqu'à ce que je l'arrête. » Il montra alors à Sirhan le journal personnel de celui-ci, lui demandant « Est-ce de l'écriture de fou ?»« Oui, oui, oui », écrivit Sirhan. « Êtes-vous fou ?» lui demanda-t-il alors. « Non, non », répliqua Sirhan. « Alors pourquoi cette écriture de fou ?» demanda-t-il alors. « De la pratique, de la pratique, de la pratique », fut sa réponse. « De la pratique pourquoi ?» demanda Diamond. « Contrôle de la pensée, contrôle de la pensée, contrôle de la pensée », écrivit Sirhan. 7 ans après l'assassinat de Kennedy, un officier des services secrets américains fit passer un test de stress psychologique à Sirhan. On l'a depuis entendu dire à maintes reprises, tout dans ce test démontre que quelqu'un d'autre était impliqué dans l'assassinat et que Sirhan avait été programmé à travers l'hypnose à tuer R.F. Kennedy. L'avocat anglais Fenton Bressler croit que Mark David Chapman, qui accéda à une notoriété mondiale en assassinant John Lennon le 8 décembre 1980, était lui aussi un assassin programmé. Dans son livre « Qui a tué John Lennon ?», Bressler soutient ses propos de façon convaincante. Il prétend que Chapman est entré en contact avec la CIA pendant qu'il travaillait pour la YMCA, une organisation qui aurait servi de façade à la CIA en de nombreux pays étrangers. Chapman a choisi de travailler pour la YMCA à Beyrouth, étrangement la ville qui serait, selon les rumeurs, le centre d'entraînement des assassins de la CIA. Les témoins de l'assassinat ont affirmé que Chapman s'est placé dans une position ressemblant beaucoup à une position de combat. Juste avant de tirer sur la gâchette, la première réaction du détective qui l'a arrêté
Arthur O'Connor fut de dire que Chapman paraissait hébété et qu'il semblait avoir peut-être été programmé. Drogue testée par la CIA sous les projets Bluebird, Artichoke, MK Ultra et MK Delta. 1. L'adrénaline. 2. Actétron. 3. Alcool. 4. Amphétamine. 5. Sulfate d'amphétamine. 6. Analazine. 7. Anatamine. 8. Analydine. 9. Analine. 10. Analonidine. 11. Analonine. 12. Analonium. 13. Aphilidine. 14. Aphiline. 15. Atropine. 16. Atrosine. 17. Bamboussa. 18. Banistérine. 19. Barbiturique. 20. Belladone. 21. Benzhydrène. 22. Bendocaïne. 23. Bromoarmine. 24. Bulbocapnine. 25. Acide. Alors là, c'est mal écrit. Ça finit par barbiturique. 26. Caféine. 27. Caféine de sodium. 28. Chlorure de calcium. 29. Cannabidiol. 30. Coramine. 31. Cannabis. 32. Cannabol. 33. Caramine. Narcotique. 33. Carboline. 35. Caroégine. 36. Chlorure d'hydrate. 37. Cocaïne. 38. Café. 39. Coramine. 40. Dérivé de benzopyrane. 41. Delvinyline de sodium. 42. Dicaïne. 43. Dramamine. 44. Ephrédine. Bon, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a énormément. Le contrôle de la pensée et le nouvel ordre mondial. Traduit du magazine Nexus Australie. Par Glenn Kravitz. Ceci est la deuxième et dernière partie examinant un sujet auquel la plupart d'entre nous préféreraient ne pas penser. Le contrôle de la pensée. Le temps qui manque. Une série d'expériences conduites par la CIA pour trouver une méthode pour provoquer l'amnésie découvrit que des pulsations de micro-ondes pouvaient être utilisées pour surstimuler la production d'acétylcholine dans le cerveau, un neurotransmetteur associé à l'emmagasinage de la mémoire. Ce procédé était connu sous le nom de EDOM, dissolution électronique de la mémoire. Lorsqu'un sujet est exposé à ce signal, il ne peut tout simplement pas emmagasiner de la mémoire, et donc reste avec une période d'amnésie ou de temps manquant. Ils peuvent même être influencés à ne pas se souvenir de ces amnésies. D'après le livre The Mind Manipulators, les manipulateurs de la pensée, par Alan W. Shefflin et Edward M. Hopton Jr., publié en 1978, les DOM altèrent la perception du temps en émettant des ondes radio et des tonalités ultrasoniques, qui eux agissent sur les produits chimiques qui agissent sur l'emmagasinage de la mémoire dans le cerveau. Il semble même que cette technique puisse être utilisée pour effacer des souvenirs spécifiques des cerveaux d'individus qui ont été exposés à des informations hautement classifiées et qui quittent l'emploi d'agences gouvernementales qui travaillent avec des informations sensibles. Cette technique particulière me laisse songeur à propos de ces événements appelés de temps qui manque, associés à de présumés enlèvements extraterrestres. Nous avons développé la technologie qui provoque des périodes d'amnésie dans nos propres laboratoires et nous n'avons pas besoin d'un truc extraterrestre pour nous montrer comment le faire. Tout est dans la tête. Les opérations d'implants cérébraux, dont le blâme est si couramment placé sur les kidnappeurs extraterrestres, ont lieu partout sur notre planète depuis très longtemps, et elles sont perpétrées par des humains. Des docteurs en Suède ont placé des transmetteurs cérébraux dans les têtes de patients anesthésiés sans leur consentement ou leur savoir depuis plus de 30 ans. Il existe des preuves que les hôpitaux de Södertörnquist, Karolinska, Nacka et Sundsvall ont implanté des transmetteurs cérébraux sans la permission ni la connaissance de leurs patients durant plusieurs décennies. Les autorités suédoises nient l'existence des transmetteurs cérébraux et avisent les plaignants qu'ils risquent d'être internés dans des hôpitaux psychiatriques s'ils continuent de parler de ces appareils. En 1985, pourtant, une lettre fut écrite par des représentants de plusieurs groupes des droits de l'homme et des professionnels légaux et techniques, envoyée à l'attorney général du pays, puis référée au district attorney, M. Overklagaren, qui détermina qu'une telle activité ne serait pas considérée comme un crime. Overklagaren, ADII 7685. Un manuel de 1968,
intitulé Télémétrie biomédicale, écrit par le Dr Stuart McKay, anciennement de l'Université de Californie à Berkeley, qui était utilisé par l'unité d'éducation de l'Institut de recherche de la défense suédoise, rapportait que parmi les divers instruments de télémétrie disponibles aujourd'hui, il y a des transmetteurs miniatures qui peuvent être avalés, portés de façon externe, ou implantés chirurgicalement sur des animaux ou des humains. Ils permettent l'étude simultanée du comportement et des fonctionnements physiologiques. La portée des observations est trop étendue pour plus qu'une allusion à quelques exemples. Les possibilités ne sont limitées que par l'imagination du chercheur. Le docteur José Delgado, un pionnier de la simulation électronique du cerveau, SEC, qui fut subventionné à travers des organisations de façade par le Bureau de recherche navale américain et par la CIA, déclarait dans son livre Le contrôle physique de la pensée, 1969, que les transmetteurs cérébraux peuvent demeurer dans le cerveau d'un sujet à vie. L'énergie qui actionne le transmetteur est transmise par des fréquences radio. Une des possibilités des transmetteurs cérébraux est d'influencer les gens afin qu'ils se conforment au système politique. Les fonctions autonomiques et somatiques, les comportements individuels et sociaux, les réactions émotionnelles et mentales peuvent être provoqués, maintenus, modifiés ou inhibés chez les animaux comme chez l'homme par la stimulation de structures cérébrales spécifiques. Le contrôle physique de plusieurs fonctions cérébrales est un fait établi. Il est même possible de suivre les intentions, le développement des pensées et les expériences visuelles. Les premiers implants étaient d'environ la taille d'un demi-filtre de cigarette, mais de nouvelles versions peuvent être adaptées à des cristaux liquides, injectés directement dans le sang pour se loger dans le cerveau. La communication dans les deux sens avec les transmetteurs cérébraux est possible depuis les années 50, incluant des messages vocaux et des retours de pensée. D'autres armes de la Deuxième Guerre mondiale. Les armes qui, d'après Harlan Girard, sont utilisées dans des opérations secrètes de contrôle de la pensée, incluent un transmetteur qui transmet à la fréquence du système nerveux humain et qui, d'après lui, est manufacturé par l'Oral Electro-Optical Systems de Pasadena, Californie. L'Oral, un important contractant de la défense, avait précédemment conduit des recherches sur des armes à énergie dirigées pour le compte du lieutenant-général Leonard Peroz de l'US Air Force, qui cherchait une arme pour implanter des messages dans le cerveau de l'ennemi et pour provoquer des réactions de courage surhumaines chez ses propres troupes. L'appareil emploie des radiations électromagnétiques, EMR, de fréquence gigahertzienne dans des tonalités ultra basses, ELF. Elle est utilisée pour torturer les gens physiquement et mentalement et à distance. Des armes de ce type ont supposément été utilisées contre les femmes britanniques qui protestaient contre la présence de missiles cruise américains sur la base aérienne commune de Greenham dans les années 70. Cette arme peut être utilisée pour induire une privation totale de sens en transmettant des signaux aux nerfs auditifs de la victime à de telles puissances qu'ils ne peuvent même plus s'entendre penser. Cet appareil a transformé le concept de la vieille phrase « Il y a tellement de bruit ici, je ne peux même plus m'entendre penser » en un redoutable engin de terreur. Les procédés employés par de telles technologies ELF sont décrits dans plusieurs publications du département de la Défense, incluant le spectre électromagnétique dans les conflits à basse intensité par le capitaine Paul E. Tyler, commandant médical de la Navy, qui est inclus dans une collection intitulée « Les conflits à basse intensité et la technologie moderne », édité par le lieutenant-colonel David J. Dean, Air Force. Le papier fut livré en 1984 et la collection publiée en 1986 par la Air University Press de la base aérienne Maxwell en Alabama. Un autre appareil à pulsation de micro-ondes peut transmettre des signaux audibles directement à un individu tout en restant inaudible à qui que ce soit d'autre. La technologie est très simple et elle peut être construite avec un banal fusil radar policier. Le faisceau de micro-ondes généré par l'appareil peut être modulé à des fréquences audio et transmettre des voix directement dans le cerveau. Dans son livre The Body Electric, Robert Baker, candidat au prix Nobel, décrit une série d'expériences conduites au début des années 60 par Alan Frey, où ce phénomène fut démontré pour la première fois, aussi bien que des expériences ultérieures conduites en 1973 à l'Institut de recherche militaire Walter Reed par le docteur Joseph C. Sharp, qui suivit lui-même des tests dans lesquels il prouva qu'il pouvait entendre et comprendre des paroles transmises dans une chambre d'isolation sans écho via un audiogramme pulsé en micro-ondes dirigé vers son cerveau. Puis Baker déclare que de tels appareils peuvent évidemment être utilisés dans des opérations secrètes visant à rendre une cible folle avec des voix ou faire parvenir des informations indécelables à un assassin programmé.
un livre de 1978 intitulé Effets et applications auditives des micro-ondes par James C. Lynn expliquait comment des voix audibles peuvent être transmises directement au cerveau. Cette technologie pourrait être utilisée pour rendre l'ouïe aux sourds, mais au lieu de cela, elle était retournée contre le public. Alan Frey rapportait aussi qu'il pouvait ralentir, accélérer ou arrêter les battements cardiaques d'une grenouille isolée en les synchronisant avec un faisceau de micro-ondes. D'après Robert Becker, des résultats similaires ont été obtenus avec des grenouilles vivantes, ce qui démontre qu'il est techniquement possible de provoquer des crises cardiaques avec un faisceau destiné à traverser la poitrine humaine. Entre parenthèses, peut-être que l'auteur de ce rapport, Serge Monat, en a été victime. Il est mort d'une crise cardiaque au début de la cinquantaine. Je devrais mentionner que Becker ne participe pas, à ma connaissance, à de telles recherches. Je crois qu'il est plus intéressé dans les aspects humanitaires de la recherche électromagnétique et qu'il critique les applications militaires et d'espionnage de ce type de recherche. Il a été démontré que des rayons d'énergie électromagnétique concentrés à ultra haute fréquence, UHF, peuvent être utilisés pour provoquer une agitation et une activité considérable. Alors là, en parenthèse, on a une annotation où il y a marqué Rwanda, point d'interrogation, ou pour provoquer une faiblesse et une léthargie musculaire. Les micro-ondes peuvent aussi être utilisés pour brûler la peau humaine, augmenter les effets des drogues, des bactéries ou des poisons, ou affecter le fonctionnement de tout le cerveau. Ces effets ont tous été étudiés en profondeur par la CIA. Le 21 septembre 1977, en témoignant devant le sous-comité du Sénat sur la santé et la recherche scientifique, le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigea le programme MKUltra, fut forcé de discuter des aspects de la quête de la CIA pour trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. Dans un projet de recherche top secret financé par l'administration Reagan, au nom de code Opération Black Beauty, le docteur Michael Persinger, un physiologiste américain qui dirige le laboratoire de psychophysiologie environnementale à la Laurentian University de Sudbury, Ontario, fut chargé de développer une arme qui puisse être utilisée pour calmer rapidement des foules en colère. Il développa un appareil électromagnétique qui employait des champs de basse intensité à variation de temps pulsé à des registres de fréquences extrêmement basses, à des fréquences entre 1 et 10 Hz. Apparemment, une personne se trouvant dans le champ de cet appareil trouvera un endroit spécifique de son cerveau inondé d'histamine, provoquant des crises incontrôlables de vomissement. Est-ce là le genre d'activation que l'on peut vouloir atteindre? Des amis bas placés. Arlan Girard n'est pas étranger au contrôle de la pensée. Il déclare qu'il a lui-même été ciblé depuis 1983, après qu'une série d'événements l'apporta à l'attention de certains individus moins qu'agréables et néanmoins très puissants. Tout a commencé quand il fit quelques remarques négatives sur le genre de républicanisme de Ronald Reagan à l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï, qu'il approcha en 1976, quand il travaillait en Australie, pour ramasser des fonds pour la campagne de réélection à long terme de Reagan. Il fit aussi valoir sa désapprobation face à l'éventualité qu'un ancien directeur de la CIA devienne président, en réponse à une question relative à comment il voyait George Bush, de qui il ne savait pas grand-chose à ce moment-là, prendre la direction de la Maison-Blanche. Plus tard, quand Girard fit application à un poste de commissaire au Pacifique Sud, un poste de commerce qui est sous la juridiction de la Maison-Blanche, le bureau du président demanda de l'information concernant son passé. Dans sa réponse, Girard mentionna son contact avec l'ami hawaïen de Reagan, ayant oublié ses remarques passées et pensant que ce contact irait en sa faveur. James Baker, qui était responsable de choisir le candidat, appela l'ancien lieutenant-gouverneur d'Hawaï et résultat, ses remarques précédentes furent connues de Baker. Il découvrit plus tard que le gouverneur, comme Baker, était un proche ami de Reagan. Girard conclut que son téléphone fut mis sous écoute et son courrier ouvert de façon journalière à partir de mars 1983, une fois que Baker décida qu'il n'était pas du bon côté. Autour de cette période, il prétend qu'une enquête fut entreprise sur lui, soit par le National Security Planning Group de George Bush, ou par une des organisations antiterroristes proactives dirigée par Oliver North à partir du sous-sol de la Maison-Blanche. En 1983, Oliver North, que Reagan appelait « mon marine favori », était le lien entre le National Security Council et la FEMA, l'Agence fédérale de gérance des urgences,
une organisation d'extrême droite responsable de coordonner les agences gouvernementales en période d'urgence nationale ou de troubles civils, aussi bien que planifier un gouvernement de continuité. North passa son temps dans la FEMA à conduire des actions secrètes et à planifier le renversement de la Constitution américaine. On croit qu'il a aussi créé une division dans l'agence qui reçut la tâche de neutraliser les ennemis de la Maison-Blanche. Le nom de code de ce programme est Dakota. Le mémo non daté suivant, préparé par le National Laboratory de Los Alamos, intitulé « Concept pour assister l'Agence fédérale de gérance des urgences dans ses missions », trace les grandes lignes de la recherche proposée pour enquêter sur les effets des radiations de micro-ondes sur les organismes mammifères, donnant encore plus de crédibilité aux allégations de Girard. Girard croit que la raison pour laquelle il devint une cible du contrôle de la pensée est que son profil correspondait à celui de John Hinckley Jr., l'homme qui tenta d'assassiner Ronald Reagan en mars 80. Lui aussi venait d'un foyer privilégié et, comme Girard, était éloigné de son père. Il semblerait évident que Hinckley désapprouvait les politiques de Reagan, bien qu'il y ait nombre de théories selon lesquelles le but de l'assassinat de Reagan était de donner la présidence à Bush plutôt qu'il n'en fut finalement le cas. Après que la tentative eut échoué, Reagan rendit presque tous ses pouvoirs présidentiels de toute façon. Il n'était réellement qu'un acteur jouant le rôle d'un président. Girard habitait Los Angeles, pas très loin du ranch de Reagan, à Santa Barbara, au moment de l'enquête, ajoutant, il croit, à la spéculation concernant son potentiel de menace. Bien qu'il ne s'agisse que de coïncidence, il se peut que ça n'ait pas été vu de cet œil, car c'est autour de cette période que le traitement de contrôle de la pensée a commencé. Une idée de la naïveté des évaluations des menaces potentielles pour le président par la Maison-Blanche effectuée après la tentative d'assassinat est mentionnée dans le livre de Bob Woodward Vail, The Secret Wars of the CIA. Il rapporte qu'il y a des rapports sur les menaces à la vie du président que les agents et les analystes ne prenaient pas au sérieux et qu'il n'était généralement rien de plus que deux gars assis dans un bar disant qu'ils voudraient tirer sur Reagan. Le DCI William Casey répliquait « Je veux une équipe là-dessus ». En 1989, le FBI refusa à M. Girard l'accès à son propre dossier à cause qu'il est exempté de publication obligatoire sur la base de 5 USC paragraphe 522b. Cette section du Code des États-Unis s'applique à des documents à être gardés secrets dans l'intérêt de la défense nationale ou de la politique étrangère. Girard n'a jamais eu une autorisation de sécurité ni appliqué à un poste qui en requérait, bien qu'il ait travaillé pour l'Air Force, de qui il avait obtenu des charges honorables en 1963. Que pouvait donc cacher le FBI? Girard prétend qu'il était exposé à de l'information hautement classifiée et extrêmement sensible lorsque ses entraîneurs ont essayé de lui parler, pour l'inciter à commettre des meurtres ou au moins à se suicider. Certains contrôleurs inexpérimentés sont même entrés en communication directement avec son cerveau, relativement normalement, avant de commencer leur tirade continue d'abus, et certains lui ont même dit qu'ils se pratiquaient sur lui avant d'être envoyés dans des missions plus importantes. La charade démocratique. D'après Harlan Girard, l'équipement a aussi été utilisé pour influencer la politique de manière beaucoup plus directe. Il croit que Michael Dudakis, le candidat présidentiel démocrate opposé à George Bush lors des élections présidentielles de 88, fut ciblé par la technologie des micro-ondes dans le but de gêner ses performances lors de discours publics, une fois que les sondages eurent démontré qu'il représentait une menace sérieuse pour Bush. Il prétend aussi que l'équipement fut utilisé contre Kitty Dukakis et l'accula presque au suicide. Dans le monde merveilleux de la politique américaine, un candidat présidentiel avec des problèmes comme cela va de toute évidence perdre la course à la Maison-Blanche. Girard m'expliqua le scénario de cette façon. Même si l'assassinat de Kennedy et le Watergate n'étaient pas des coups d'État, l'élection de 88 l'était certainement. Il est vraisemblable que tous les trois furent en effet des coups et qu'ils aient été menés par le même gouvernement de facto. Les deux premiers sont les sujets de bien de bons livres et encore plus de théories. Ce paragraphe-là, une petite parenthèse, m'a fait penser au fait que lors de la période préélectorale, entre Hillary Clinton et Donald Trump, bien que Hillary Clinton ne me soit pas particulièrement sympathique, bien au contraire, mais c'est vrai qu'on a plein de vidéos de ses performances où elle se mettait
à tousser, à avoir des quintes de toux, parfois même à avoir un AVC aussi qui avait été filmé là. Alors, bien sûr, il y a des explications médicales, mais on peut se demander si ça n'a pas été voulu, tout ça. Est-ce que les déclarations personnelles de Girard, à l'effet d'avoir été la victime du contrôle de la pensée et de tortures électromagnétiques, semblent trop irréelles à la lumière du fait que de telles expérimentations ont réellement eu lieu? Il dit que le plus grand défaut de l'efficacité du traitement auquel il était soumis réside dans l'évaluation simpliste de sa personnalité, déclarant « Je ne suis pas meurtrier ni suicidaire. La CIA peuvent m'assassiner, mais je ne serai jamais l'automate de personne. » Nul doute que bien des individus n'auront pas la même capacité de résister, ni la même force de persévérer. Quant à pourquoi il est encore en vie, dans les jours où il se rendit compte que la Maison-Blanche ou le FEMA était en train d'essayer de le neutraliser, il commença à tenir un journal qui inclut les numéros des plaques d'immatriculation de nombreux véhicules associés à son traitement qui peuvent être retracés directement à la Maison-Blanche. Il a fait circuler de nombreuses copies de ce journal pour sa propre protection. Il dit aussi qu'il y a l'horrible possibilité que le procédé de cette torture soit en lui-même gratifiant pour ceux qui l'appliquent, et que pour cette raison, il préfère le garder en vie pour pouvoir continuer à le travailler plutôt que de s'en débarrasser. Il a été porté à croire, et il croit, que des rapports quotidiens sont préparés sur le progrès de la torture sur des êtres humains avec les armes ELF, et que ces rapports sont disponibles aux sympathisants tordus à l'intérieur du gouvernement comme récompense pour leur patronage à des agences comme la CIA. Girard dit que des attentats ont aussi été tentés contre sa vie, avec des armes conventionnelles. Il m'a dit que si j'étais incapable de le contacter dans le futur, je devrais m'adresser à ses avocats, car ils sont pleinement conscients de cette situation. Ouais. La légion involontaire. Si les déclarations de Girard étaient les seules de cette nature, on pourrait sans risque trouver raison à les mettre en doute, mais elles ne le sont pas. Plusieurs individus, certains avec des profils très publics, croient être sujets de ces opérations de contrôle de la pensée, mais ils passent cela sous silence, de crainte que ça pourrait détruire leur crédibilité, ou pire. D'autres, qui dû au comportement antisocial qui amène leur cas à l'attention du public, sont perçus comme des fous ou des menteurs. Par exemple, le samedi 17 mars 1984, le San Francisco Chronicle publia un article intitulé « Incident près de la Maison-Blanche », des déclarations bizarres d'un homme armé, dans lequel un fou solitaire meurtrier, supposément typique, qui fut arrêté près de la Maison-Blanche, prétendait avoir reçu un implant de localisation, télémétrie, sous la forme d'un implant cristallin, qui fonctionne comme une radio à cristaux. Il croyait que des commandes lui intimaient l'ordre de commettre des meurtres, lui parvenaient à travers cet appareil. Combien d'individus ne connaissant pas les possibilités du contrôle de la pensée, ou le fait même que ce soit possible, pourraient croire de telles déclarations? Un rapport similaire parut dans le Miami Herald du lundi 24 mai 1984 dans un article intitulé « Pilote de drogue prétend être pris dans un complot de la CIA. Ancien employé de la CIA de son propre aveu, transporteur de drogue et d'armement, James Petit prétendait être victime du contrôle de la pensée, avoir reçu un implant cristallin et savoir l'existence d'un plan de la CIA nommé Opération Boule de Cristal, qui était un complot pour prendre le contrôle du monde en utilisant le contrôle de la pensée. » Un article subséquent dans le même journal, le 9 juin 1984, déclarait qu'une prise de rayon X n'avait pas permis de trouver l'implant. Pourtant, un autre article sur Petit, publié dans le National Examiner le 30 avril 1985, rapportait que des radiologues avaient détecté un objet étranger derrière son oreille gauche qui, avait-il conclu, n'avait aucune raison d'être là. L'article incluait une photographie au rayon X de la chose non identifiée. Petit prétendait que l'appareil avait été implanté alors qu'il était traité au centre des Grands Brûlés de l'Institut de l'armée américaine de recherche chirurgicale à San Antonio, Texas. Les docteurs de l'hôpital ont confirmé qu'il fut traité à cet endroit jusqu'au 2 juillet 1982. Ils croyaient que la CIA allait l'utiliser dans un plan pour tuer quelqu'un. Petit déclara « Ce serait une bonne idée d'examiner Sirhan Sirhan, l'homme qui a tué Robert Kennedy, pour voir s'il a des implants. James Earl Ray, qui tua Martin Luther King, et John Hinckley, qui tira sur le président Reagan, devraient aussi être examinés. » Les avocats de Petit ont confirmé qu'il avait travaillé pour la CIA, et cela fut aussi confirmé par un autre avocat qui représentait un co-accusé dans le procès d'une affaire de drogue. Petit prétend que tout l'incident faisait partie d'un programme bizarre de la CIA
du nom d'opération Boule de Cristal, dont le but était de prendre le contrôle des systèmes politiques et judiciaires du monde par le contrôle de la pensée avant l'an 2000. Il prétendit même avoir trouvé des documents top secrets contenant des détails du programme dans une poubelle à Key West, en Floride, quelques 20 années plus tôt. Voilà, ça va être la fin de cette première partie de l'audio de ces recherches de Serge Monat. Je vous invite à retrouver la deuxième partie de cet audio sur mon espace Patreon, dont je vous ai mis le lien en dessous. Je voulais vous présenter également mon nouvel espace sur Patreon, qui en fait vous permet d'accéder à mes vidéos un jour à l'avance et aussi d'avoir accès à une vidéo exclusive par semaine sur un thème choisi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui me permet en fait de passer davantage de temps sur mes recherches historiques, livresques et autres, et aussi de passer plus de temps sur le montage des vidéos